Une invitation arrive, mais derrière les banderoles se cache un secret terrifiant. Bienvenue au Conte policier. Je suis votre hôte, Eric. Commentez ci-dessous et dites-moi d'où vous nous regardez. Cela me fait toujours chaud au cœur d'avoir de vos nouvelles. Dévoilons-le. C'était un jeudi matin de début septembre lorsque les premiers murmures de l'effervescence saisonnière commencèrent à s'agiter dans le village de Mushwoodomer. Les haies étaient parsemées de bails de fin d'été, et les enfants retournaient à l'école en pull neuf, l'odeur des copeaux de crayon et de la laine bouillie flottant dans l'air. Mais parmi les adultes, tous les discours s'étaient tournés vers la foire annuelle des récoltes, une tradition qui avait survécu au réverbère, à la gare et à la plupart des noms de famille du village. Dans le salon d'Ivy-Cottage, Miss Jane Marple ajustait ses manchettes en dentelle tout en jetant un coup d'œil à l'enveloppe posée sur son plateau de petit-déjeuner. Contrairement au courrier habituel, circulaire, commande de livres et cartes de nièces éloignées, celle-ci était une épaisse enveloppe couleur crème, ornée d'un étrange cachet de cire cramoisie représentant une gerbe de blé entourée d'un ruban. Elle l'examina avec un léger intérêt, plutôt théâtral. Murmura-t-elle en attrapant son coupe-papier aux manches d'ivoire usé. La lettre à l'intérieur était écrite d'une écriture bouclée et assurée. Mademoiselle Jane Marple est cordialement invitée au déjeuner d'avant-première de la foire des récoltes, qui se tiendra à Marchmont-Grange le 17 septembre à 13 h. Veuillez confirmer votre présence. Tenue, style champêtre. Cordelia Warminster, Cordelia Warminster, répéta Miss Marple, comme pour tester la texture du nom sur sa langue. Elle ne l'avait pas entendu depuis des années. Autrefois, les Warminster possédaient la moitié des terres de Mushwoodomer, et Cordelia était la cadette, une créature pleine de fougue, avec un penchant pour les effets théâtraux et les broches en forme d'insectes. Miss Marple plia la lettre avec soin. « Curieux » dit-elle doucement. « Très curieux. » À midi, la nouvelle du déjeuner exclusif avait fait le tour du bureau de poste, de l'épicerie, puis du salon de High Street, où Madame Ellie Turnbull s'exprimait, pince à épiler à la main. « Bien sûr qu'elle a invité Miss Marple, déclara-t-elle. Elle veut redevenir respectable, maintenant qu'elle est de retour. Après tout, il y a eu ce scandale avec le professeur d'escrime italien. Au rose et crown, le jeune monsieur Ned Hackett ricanait en essuyant les pintes. Warminster est de retour pour jeter de l'argent à la foire. Elle veut probablement voir si quelqu'un se souvient d'elle. Ou pas. Le village, malgré toute sa verdure et ses salons de thé, avait une longue mémoire. Le jour du déjeuner, Miss Marple portait une robe rose pâle et un cardigan gris, épinglé modestement à l'épaule. Elle avait dit un jour que pour être invisible, un imprimé floral discret et un sourire aimable étaient les plus beaux atouts. Marchmont-Grange était situé sur une petite colline, juste après l'église, et le Lierre débordait sur sa façade de pierre autrefois majestueuse. L'allée de gravier était déjà bordée de voitures rutilantes lorsque Miss Marple arriva, marchant résolument, ombrelle à la main, plutôt que de déranger M. Walker pour son taxi. Le salon, où les invités étaient réunis pour un verre de Kérès, était décoré avec ostentation de safran audacieux et de vert forêt. Cordelia Warminster se tenait devant la cheminée, ne paraissant pas plus âgée qu'elle ne le devrait, bien que son rouge à lèvres fût d'une teinte trop vive pour l'heure. Mademoiselle Marple, roucoula-t-elle en s'approchant, les bras tendus. C'est vraiment divin de votre part. Je voulais tellement que ce soit comme un retour à la forme. Miss Marple s'est laissée enlacer. Mushwood a toujours été un village indulgent, dit-elle doucement, mais jamais oublieux. Les yeux de Cordelia brillèrent. C'est ce que j'adore. Tout le monde connaît tout le monde, et tout. Miss Marple prit son chéri et se dirigea vers le buffet, observant la salle à travers le voile des bonnes manières. Le révérend Hensley était là, l'air plus anxieux que d'habitude. La jeune Daphne Cox, récemment rentrée d'un pensionnat européen, rôdait près du piano, l'air nerveux. Monsieur Rowling, l'avocat, chuchota sèchement à la femme du boulanger près des porte-fenêtres. Et dans un coin éloigné, près d'un modeste bouquet de chrysanthèmes, était assise Agatha Fromentle, la veuve du défunt chimiste, observant la foule, les lèvres pincées et un silence perspicace. L'ambiance se fit plus tendue lorsqu'un valet de pied entra, portant un plateau d'argent, et murmura quelque chose à Cordelia, qui pâlit. Le plateau contenait une enveloppe. Miss Marple, sans même paraître regardée, remarqua le silence soudain. Cordelia ouvrit l'enveloppe, en contempla le contenu et en eut le souffle coupé. « Je suis vraiment désolée, dit-elle brusquement. Il y a eu,
Un incident. L'avant-première de la foire doit être reportée. Des halètements et des murmures suivirent alors qu'elle quittait la pièce, le seau de cire cramoisi scintillant dans sa main. Miss Marple resta immobile, son regard parcourant lentement la pièce. Elle avait suffisamment vu la nature humaine pour savoir quand quelque chose tournait mal. Et si elle ne se trompait pas, cette foire des moissonneurs resterait dans les mémoires pour bien plus que des tartes aux pommes et des confitures. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur Ivy Cottage, Miss Marple déposa l'invitation près de sa broderie et remua son thé. Dehors, les hiboux commençaient à chanter. Elle prit son carnet et nota une ligne, une lettre trop tôt, une réaction trop tard. Un jeu commence. Elle leva les yeux, calme et indéchiffrable. Et quelque part, derrière les jardins soignés et le réseau de ragots, le premier pas vers le meurtre avait déjà été fait. Le lendemain matin, le village de Muchwood-on-Mer bourdonnait comme une ruche en effervescence. La nouvelle de l'annonce soudaine de Cordelia Warminster s'était répandue à une vitesse remarquable, prenant toutes les étranges tournures que les ragots villageois ont tendance à attirer. À midi, le déjeuner s'était apparemment terminé par une crise d'hystérie ou un duel au salon. Miss Marple, quant à elle, conservait sa routine habituelle. Elle prenait son thé sur la terrasse arrière surplombant les roses trémières, coupait quelques têtes fanées de ses chrysanthèmes et faisait un bref passage à la poste pour récupérer son Radio Times. Mais derrière son doux sourire et ses gants soigneusement pliés, son esprit était constamment en mouvement. Elle avait remarqué quelque chose, non, plusieurs choses qui n'allaient pas à Marchmont-Grange. Le regard nerveux du valet de pied, les doigts tremblants de Cordelia tenant l'enveloppe scellée. Le plus révélateur était le silence qui s'abattit sur la pièce, ce rythme étrange, avant que Cordelia ne prenne la parole. Ce n'était pas le silence de la confusion. C'était le silence de la reconnaissance. Miss Marple avait appris depuis longtemps que dans un village, ce n'était pas le cri qui révélait la vérité, mais le silence qui le suivait. À 3h30, elle était assise dans le salon de Madame Agatha Fromentle, sous prétexte de lui apporter un pot de confiture de coin. Les deux femmes avaient autrefois siégé au comité du bazar de l'église et se comprenaient parfaitement, même si elles étaient rarement d'accord. « Tu as apporté le coin ?» demanda Agatha sans lever les yeux de sa broderie. « Juste un pot, » dit Miss Marple d'un ton joyeux en le posant sur le buffet. « Il a plutôt bien pris cette année. Moins coriace que la saison dernière. » Agatha renifla d'un air approbateur, puis fit un geste vers le fauteuil à oreilles en face d'elle. « Alors, tu n'as pas traversé tout ce chemin pour discuter de conserve. » Miss Marple sourit. « Non. J'aurais préféré que vous me disiez ce que vous avez vu au déjeuner de Warminster hier. Vous avez l'œil plus aiguisé que la plupart. » Agatha enfila son aiguille avec un soin exagéré. Cordelia a perdu le sens de l'humour. Le poulet était trop cuit. Mais j'imagine que ce n'est pas ce que tu demandes. Pas tout à fait. Agatha S.E. Rassit. Il y avait une lettre, apportée sur un plateau par ce nouveau valet de pied, le pâle avec les oreilles. Cordelia la lut, devint blême et annonça que l'avant-première était reportée. Puis elle disparut dans l'escalier, nous laissant tous plantés là, comme des poules dans la tempête. Miss Marple remuait doucement son thé. A-t-elle dit autre chose? Non, mais elle tenait quelque chose à la main, un papier ou une carte. Elle le plia fermement avant de partir. Elle avait l'air presque effrayée, me dis-je, pas le genre de Cordelia. Elle était toujours du genre à savourer une scène, pas à s'enfuir. Il y eut une pause. Et les autres? Demanda Miss Marple. Comment ont-ils réagi? Agatha se pencha en avant, intéressée. Howling avait l'air d'avoir été giflé avec un haddock. Le révérend Ainsley marmonna quelque chose à propos du jugement divin. Dapna Cox partit aussitôt. Les autres firent comme si de rien n'était et picorèrent la tarte aux pommes. Miss Marple hocha la tête pensivement. Quelqu'un a-t-il semblé soulagé? Agatha hésita. Peut-être Daphné. Ou peut-être était-elle simplement nerveuse. La pauvre fille a toujours l'air de cacher une mauvaise conscience. On frappa à la porte à ce moment-là, brusquement et avec empressement. « Madame Fremantle » s'exclama une voix dans l'entrée. « Ici l'agent Perk. Puis-je vous parler ?» Agatha lança un regard noir à Miss Marple. Ce n'est jamais bon signe. Miss Marple resta assise, les mains jointes poliment, tandis que l'agent de police était introduit. C'était un homme trapu avec des sourcils couleur sable et un air de politesse prudente. « Mademoiselle Marple. Madame Fremantle. Il me reinsigne distinctement. »
Pas officiellement, vous comprenez. Mais il y a eu un petit incident près du domaine de Warminster. Agatha pinça les lèvres. Encore un déjeuner désastreux. Perk s'éclaircit la gorge. Rien de tel. Plus grave, j'en ai peur. Un des ouvriers agricoles a trouvé une moto renversée près de la lisière du verger ce matin. Aucune trace du conducteur. Juste la machine. Un peu de boue sur les pneus, et ce qui ressemblait à un coin déchiré d'invitation coincé dans les rayons. Miss Marple pencha la tête. Une invitation. Oui, madame. Du papier crème. Un peu de cire rouge y est encore collé. Du même type que celui du déjeuner organisé par Cordelia Warminster, d'après ce qu'on m'a dit. Et personne n'a disparu? Pas encore. Mais l'équipe de Warminster n'a pas retrouvé M. Toby Brand, invité au déjeuner. Journaliste londonien. Il a passé la nuit à la grange, puis a disparu. Miss Marple baissa les yeux vers sa tasse de thé. Toby Brand. Jeune homme, lunettes, cravate bleu marine à pois blanc, perchocle à la tête. C'est celui-là. Agatha cligna des yeux. Que ferait un journaliste à un déjeuner de la foire des récoltes? Cordelia a mentionné qu'il écrivait un article sur les traditions rurales, répondit Perk. Du moins, c'est ce qu'elle a dit. Mais le pasteur m'a dit que le type s'intéressait davantage à l'histoire du village et aux vieux scandales qu'aux conserves de fruits. Il y eut un silence chargé de fils non exprimés. Perk s'y leva. C'est la routine pour l'instant. Si l'un de vous pense à quelque chose d'utile, n'hésitez pas à me le faire savoir. Une fois la porte refermée derrière lui, Agatha se tourna brusquement vers Miss Marple. Et vous, qu'en pensez-vous? Miss Marple posa doucement sa tasse sur la soucoupe. J'en conclus, dit-elle, que c'est plus que de la nostalgie qui a ramené mademoiselle Warminster à Mushwood-Omer, et que M. Toby Brand a peut-être posé trop de questions avant d'obtenir sa réponse. Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise près de sa cheminée, son tricot à la main. Elle observait rarement les flammes, préférant laisser ses pensées vagabonder tandis que ses doigts travaillaient. Mais ce soir-là, elle les observait comme si le feu pouvait lui révéler quelque chose. Un motif se formait, même si les poings étaient encore lâches. Cordelia Warminster, de retour après des décennies avec brio et secret. Une lettre privée reçue lors d'un déjeuner très public. Un invité a disparu, avec une invitation déchirée laissée derrière lui. Et le village, toujours à l'écoute, toujours à l'affût, retint à nouveau son souffle, attendant que Miss Marple voie ce qu'il ne pouvait pas voir. Dans le silence, elle murmura. Les secrets ont une terrible façon de se glisser dans la peau des cartes d'invitation. Puis elle joignit les mains et le cliquetis de ses aiguilles recommença. Le lendemain matin, Mushwood-Omer se réveilla sous un léger voile de brume, celui qui s'accrochait aux haies et brouillait les contours des portails des jardins. Bien que ce fût encore début septembre, l'air était frais, comme un léger avertissement que l'automne allait bientôt prendre ses quartiers. La place du village était inhabituellement calme. Les boulangers ouvraient tard. On aperçut le primeur arpentant ses caisses de produits de fin d'été, le visage embrumé. Et à l'intérieur du bureau de poste, Madame Withers, d'ordinaire prompte à bavarder, distribuait les colis sans un mot. Quelque chose planait sur le village, pas de panique, pas encore. Mais le sentiment que quelque chose se tramait, juste au-delà de toute portée. Miss Marple remarqua tout cela en se dirigeant vers le cimetière. Elle n'avait aucune intention de déranger les tombes, ni de se livrer à de vaines prières ce matin-là. Elle avait plutôt prévu une promenade le long du verger situé à l'arrière de Marchmont-Grange. Non pas pour empiéter, jamais, mais pour observer. Le verger, après tout, bordait le chemin principal du village. Et Miss Marple, avec sa profonde compréhension de la nature humaine, savait que les gens étaient rarement prudents avec les secrets lorsqu'ils se croyaient seuls près des arbres. En passant le portail moussu de la vieille église, elle aperçut quelqu'un qui se tenait déjà derrière la haie du verger. C'était Daphne Cox, la jeune fille nerveuse du déjeuner, la posture voûtée et son manteau trop grand pour sa silhouette. Elle semblait parler doucement à quelqu'un caché au plus profond du bosquet. Miss Marple s'arrêta discrètement devant une rangée de pierres tombales, veillant à ne pas paraître intéressée. Elle se pencha et épousta la pierre tombale d'un certain M. Archibald Finch, décédé en 1897, tout en écoutant attentivement. La voix de Daphne tremblait dans l'air. « Je t'ai dit que je n'avais rien dit. Pourquoi l'aurais-je fait? Tu crois que j'ai envie d'être mêlée à tout ça à nouveau ?» Miss Marple ne put entendre aucune réponse,
mais l'ombre d'un homme se déplaça légèrement contre les arbres. Daphné continua, avec plus d'urgence cette fois. « J'y suis allé parce qu'elle me l'a demandé. Je ne savais même pas qu'il serait là. Et maintenant, ils disent qu'il a disparu ?» Un léger murmure, trop faible pour être discerné. Puis un bruissement soudain, et les deux silhouettes s'enfoncèrent plus profondément dans le verger, hors de portée de voix. Miss Marple se redressa lentement et reprit sa marche. Son expression restait placide, mais ses pensées s'aiguisaient comme la pointe de son aiguille à tricoter. Lorsqu'elle arriva chez le marchand de légumes, elle avait déjà décidé de sa prochaine étape. Ce serait une visite amicale, bien sûr, rien de plus. Mais une visite avec un but précis. La résidence Cox se trouvait juste après la place du village. C'était une maison à 2 étages aux volets bleus délavés et au toit en pente nécessitant des réparations. Daphné y vivait avec son oncle, M. Hugh Pettigrew, un instituteur à la retraite aux opinions aussi guindées que ses cols. Miss Marple fut accueillie à la porte par Daphné en personne. La jeune fille paraissait pâle et méfiante, son regard se portant vers Miss Marple comme si elle attendait une visite plus officielle. « Oh, Miss Marple. Bonjour. »« Bonjour, ma chère, » dit Miss Marple d'un ton enjoué. « Je passais justement par là et je voulais vous rendre ce petit dépliant de broderie que vous m'avez prêté. Des motifs de bordure si charmants, même si je n'arrive jamais à maintenir mes nœuds français uniformes. » Daphné cligna des yeux. « Oh, bien sûr. Veux-tu entrer? Si tu n'es pas trop occupé. » À l'intérieur, la maison sentait légèrement la lavande et le vieux papier. Daphné expliqua que M. Pettigrew n'était pas là, ayant pris le bus pour Saint-Aldouin acheter du tabac à pipe et réprimander la libraire. Ils s'installèrent dans le salon, où des rideaux délavés tamisaient la lumière grise et où une tasse de thé à moitié vide refroidissait sur la table d'appoint. « Vous avez quitté le déjeuner de Warminster assez rapidement. » Remarqua doucement Miss Marple, tout en admirant le cadre à broder près de la fenêtre. Daphné baissa les yeux sur ses mains. « Je ne me sentais pas bien. Il faisait trop chaud dans la pièce. »« Oui, » acquiesça Miss Marple. « Cordelia a plus de goût pour le spectacle que pour le confort. » Daphné eut un petit sourire amer. « J'imagine que vous connaissiez aussi M. Toby Brand ?» demanda Miss Marple d'un ton léger. Il y eut une pause. « Pas vraiment, » répondit Daphné, trop vite. « Enfin, je l'ai rencontré 1 ou 2 fois. Il posait des questions. Sur le village, l'histoire, ce genre de choses. À propos de vieux scandales. » La tasse de thé de Daphné vibra légèrement contre la soucoupe. Pourquoi poserait-il cette question? Miss Marple ne répondit pas directement. Au lieu de cela, elle se pencha en arrière et croisa soigneusement les mains sur ses genoux. « Tu sais, ma chère, quand on prend le temps d'observer les gens, on se rend compte que l'histoire a tendance à porter de nombreux masques, surtout dans un village. » Les lèvres de Daphné tremblèrent. « Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose, n'est-ce pas? » Miss Marple la regarda avec douceur. « Je pense que quelqu'un voulait qu'il arrête de poser des questions. Et qu'il a peut-être appris quelque chose qui a beaucoup effrayé quelqu'un. » Daphné ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Ses yeux s'embuèrent, mais elle ne dit rien de plus. Cet après-midi-là, l'agent Perk rendit une nouvelle visite à Ivy Cottage. Il était plus agité que la veille. « Nous venons de trouver un mot dans le logement de Brand à la grange, » annonça-t-il tandis que Miss Marple l'accueillait. Froissé et déchiré, glissé derrière une commode. Une demi-page, avec seulement. Liste de la foire des moissonneurs, le secret de Cordelia, pas en sécurité ici. Doit parler à, et puis ça s'arrête. Pas signé? Non. Mais l'écriture correspond à ses notes. Miss Marple resta assise tranquillement un moment, puis demanda. Et quelqu'un a-t-il vérifié la vieille grange de stockage derrière le verger? Perch Parrot Surprise. Non. Pourquoi? J'imagine que si quelqu'un souhaitait retarder la découverte de la disparition d'un invité sans déclencher l'alarme, ce serait l'endroit le plus susceptible de stocker une vérité qu'il n'était pas prêt à enterrer pour l'instant. Perk partit rapidement, et Miss Marple retourna s'asseoir près de la cheminée. Elle ferma les yeux un instant, laissant ses pensées se former lentement. Quelqu'un avait envoyé une invitation à Toby Brand, peut-être de plusieurs types. Quelqu'un d'autre avait voulu le faire taire avant qu'il ne parle à nouveau. Et Miss Marple, bien qu'elle ne soit pas encore certaine de la forme de la vérité, pouvait sentir sa présence se déplacer comme du brouillard entre les haies de Mushwood d'Homer. Elle prit son tricot et murmura à haute voix. Les secrets sont comme des graines semées dans l'obscurité. Un jour ou l'autre,
quelque chose doit pousser. La foire des moissonneurs approchait à grands pas, et bien que le déjeuner d'avant-première de Cordelia Warminster se soit terminé dans la confusion et les murmures, les préparatifs de l'événement se déroulaient comme prévu. Des banderoles étaient tendues dans la rue principale, les enfants aidant à nouer des ficelles aux lampadaires tandis que leur mère disposait des pâtisseries et des guirlandes en papier. Mais sous cette façade joyeuse, l'atmosphère restait instable. Miss Marple observa les changements en se promenant sur la place du village le lendemain. On remarquait ces choses lorsqu'on était silencieux et souvent congédié. Cordelia n'avait pas été revue depuis le déjeuner, si ce n'est pour une brève apparition pâle à l'église, le voile baissé. Daphne Cox, quant à elle, marchait, les épaules constamment voûtées, comme prête à affronter un coup. Et plus d'un villageois jetait des regards furtifs vers le sentier menant à Marchmont-Grange. Ce matin-là, Miss Marple avait reçu la visite discrète du révérend Ainsley, qui, bien qu'étant un homme de Dieu, souffrait d'une incapacité chronique à garder pour lui des pensées troublantes. « Dites donc, Miss Marple, » commença-t-il en s'essuyant le front avec un mouchoir à monogramme. Toutes ces histoires, Toby Brand s'évanouissant et maintenant, on dit que quelqu'un a vu une lanterne bouger dans la grange hier soir. À 2h30? Rien que ça. Vraiment? Répondit doucement Miss Marple en lui versant une tasse de thé avec la même précision calme avec laquelle elle évaluait les scènes de crime. C'est curieux. Et quelque chose a-t-il été dérangé? Le révérend hésita. Ils ne l'ont pas dit. Ils ont juste dit que les portes étaient fermées ce matin et que personne parmi le personnel ne se souvenait d'être sorti. Miss Marple hocha légèrement la tête et poussa le sucrier vers lui. Vous constaterez peut-être que les secrets gardés trop longtemps dans les granges ont tendance à attirer leurs propres méfaits, révérend. Dans l'après-midi, elle se dirigea vers le champ de foire. Le champ herbeux à côté du presbytère commençait déjà à prendre forme. Des tables à tréteaux étaient vides, attendant tartes et compositions florales. Les bancs en bottes de foin étaient disposés en demi-cercle autour du mât de mer encore en construction. Une poignée d'ouvriers plantaient des piquets pour les tentes, et au fond, derrière les bornes de l'enclos à moutons, se dressait la vieille grange délabrée. L'approche de Miss Marple était calme et posée. Elle portait un petit paquet de chaussettes de bébé tricotées pour le stand de charité de la foire, une excuse suffisante pour flâner en périphérie. En passant devant la grange, elle marqua une courte pause, faisant mine d'ajuster le ruban qui retenait son chapeau. Dans l'ombre, elle entendit le bruit distinct d'une boîte traînée sur du bois. Puis le silence. Elle tourna les talons et se dirigea droit vers l'étal le plus proche, où une silhouette familière se tenait debout, examinant une caisse de guirlandes. C'était M. Félix Rowling, le notaire local, dont les cheveux s'étaient éclaircis, mais dont le sentiment d'importance n'avait fait que s'accentuer avec le temps. « Mademoiselle Marple, » dit-il avec surprise. « Qu'est-ce qui vous amène si tôt? »« Oh, je trouve qu'un peu d'air frais améliore la mémoire, » répondit-elle avec un sourire agréable. « On m'a dit que vous étiez parmi les invités au déjeuner de Mademoiselle Warminster. » Rawlings hocha la tête. « Je l'étais. Une fin plutôt dramatique, je dois dire. »« En effet. Et pourtant, vous sembliez, comment dire, inhabituellement perturbé, même avant l'interruption du valet de pied. » Il cligna des yeux. « Pardon, j'ai remarqué que ta main tremblait légèrement en versant ton kérès. » Dit Miss Marple d'un ton doux. « C'est le signe, je pense toujours, qu'on s'attend à une tempête. » Il ricana, mais son rire était sec. « Vous êtes une excellente observatrice, Miss Marple. Mais je vous assure que c'était juste un petit coup de nervosité. Une vieille habitude. Ou peut-être un vieux secret. » Il se raidit, puis se reprit. « Il faut absolument que je retourne à la pose des piquets. Ces piquets ne s'enfoncent pas tout seuls. »« Bien sûr. » dit Miss Marple en le regardant s'éloigner avec un peu trop de hâte. À 4 heures, une forte bruine commença à tomber, forçant plusieurs bénévoles à couvrir leurs stalles et à chercher refuge. Miss Marple, n'ayant aucune envie de rentrer chez elle pour l'instant, accepta l'invitation du vicaire pour une tasse de thé tranquille dans le salon du presbytère. Le feu était déjà allumé et la pièce embaumait une légère odeur de fumée de pipe et d'huile essentielle de citron. « Dites-moi, révérend, » dit-elle doucement, « vous souvenez-vous de quelque chose d'inhabituel concernant le retour de Mademoiselle Warminster au village? » Il remua son thé pensivement. « Eh bien, elle est revenue assez soudainement. Elle a prétendu que c'était pour la foire, bien sûr, mais on murmurait qu'elle avait examiné les anciens actes de propriété,
curieuse de savoir à qui appartient quoi. Marchemont-Grange est toujours à son nom, mais le terrain alentour a été vendu il y a des années. Et à qui appartient la terre maintenant? Le Verger. Il marqua une pause. Je crois qu'il est allé à Monsieur Pettigrew, l'oncle de Daphne Cox. Il l'a acheté discrètement après la crise des Warminster. Miss Marple tapota sa soucoupe du bout des ongles. Et Miss Warminster a-t-elle exprimé le moindre intérêt à la racheter? Pas directement, répondit le révérend. Mais elle m'a demandé pendant le déjeuner si le mur d'enceinte avait déjà été ajusté. J'ai trouvé ça bizarre sur le moment. Ce n'est peut-être pas si étrange, murmura Miss Marple. Il y eut un silence. Puis elle ajouta, si l'on voulait cacher quelque chose, disons, un souvenir ancien, il pourrait être pratique d'utiliser un terrain que l'on croit appartenir à quelqu'un d'autre. Le révérend fronça les sourcils. Tu crois qu'il y a quelque chose d'enfoui là-dedans? Miss Marple ne dit rien. Ce soir-là, alors que la pluie se transformait à nouveau en brume, Miss Marple s'assit à son bureau et ouvrit une nouvelle feuille de papier. Elle y inscrivit 3 noms, Toby Brand, Cordelia Warminster, Hugh Pettigrew. Puis, en dessous, une question. Pourquoi vaut-il la peine de disparaître? Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où des ombres se pressaient doucement contre la vitre. Quelque part au loin, un emboulement cria. Sous les tréteaux et les joyeuses planifications, le village dissimulait quelque chose de bien plus ancien que les bannières de la foire. Et Miss Marple, avec sa voix douce et son regard perçant, avait déjà commencé à en démêler les contours. La question n'était plus de savoir si quelqu'un avait fait quelque chose de terrible. C'était celui qui s'en souvenait et qui avait une raison de le garder enterré. Elle plia la note, la plaça sur son presse-papier et retourna à son tricot. Dehors, la brume s'épaississait. Le lendemain matin, le ciel s'étendait à nouveau comme une mousseline humide sur les toits de Muchwood-Homer. Malgré le mauvais temps et les grondements d'inquiétude qui continuaient de parcourir le village, le comité de la fête foraine se réunissait comme prévu dans l'arrière-salle de la salle paroissiale. Il y avait de la confiture à compter, des guirlandes à mesurer et des centres de table floraux à disposer. Même si, comme le murmurait plus d'un villageois, la fête avait désormais un arrière-goût étrange. Mademoiselle Marple était assise tranquillement près de la fenêtre, son tricot sur les genoux, bien qu'elle n'ait pas ajouté une maille depuis le début de la réunion. Ses yeux, mi-clos, scrutaient lentement la salle tandis que les membres du comité s'affairaient à régler les détails logistiques. Madame Tabb, dont l'obsession pour les classements de génoises frisait l'armée, discutait avec Ellie Turnbow des catégories de rubans pour le meilleur de l'exposition. Mais ce fut Daphne Cox qui attira l'attention de Miss Marple. La jeune fille était arrivée en retard, comme si elle n'avait presque pas dormi. Ses yeux étaient cernés et ses mains tremblaient tandis qu'elle griffonnait des chiffres dans la marge de ses notes de comité. Plus révélateur encore, elle n'avait pas prononcé un mot depuis qu'elle s'était assise. L'absence de Cordelia Warminster à la réunion était prévisible, mais non sans conséquence. Son nom n'a été mentionné qu'une seule fois, et uniquement par M. Rowling, qui a annoncé que Mademoiselle Warminster avait décidé de se retirer de la présidence de la cérémonie d'ouverture, invoquant l'épuisement et une réflexion personnelle. L'avocat a prononcé ces mots avec un léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Mademoiselle Marple, dit-il alors poliment, je crois que vous êtes la personne la plus impliquée dans la foire depuis le plus longtemps. N'est-ce pas? Pourrions-nous vous demander d'assumer la présidence d'honneur pour la cérémonie d'ouverture de samedi? » Il y eut un moment de silence, interrompu seulement par le bruissement des papiers. « Je serais heureuse de vous aider de toutes les manières possibles. » Répondit-elle doucement, même si j'ose dire que je serais plus utile avec des fleurs et des talons de billets qu'avec des discours d'inauguration. Quelques rires polis suivirent, et la réunion reprit, mais Miss Marple était déjà plongée dans ses pensées. Si Cordelia se retirait de la vue du public, cela signifiait qu'elle se sentait observée ou acculée. Et ceux qui se sentaient acculés prenaient souvent des décisions désespérées. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple reprit le chemin de Marchemont-Grange. Cette fois, elle portait un petit paquet emballé dans du papier Kraft, des confitures soigneusement choisies. La pluie s'était arrêtée suffisamment longtemps pour lui permettre de marcher, et elle avançait avec la même assurance tranquille qui lui avait toujours donné l'impression de faire partie intégrante du paysage du village. Elle fut accueillie à la porte non pas par une servante, mais par Cordelia Warminster en personne. Le visage de la femme était pâle sous son habituelle carapace, et son regard se porta sur la route derrière Miss Marple avant qu'elle ne force un sourire.
Jane, dit-elle d'une voix cassante. Quelle surprise! Je pensais t'apporter de la confiture de groseille. Je trouve que son goût acidulé aide quand on a faim. Elle lui tendit le paquet, et Cordelia le prit comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Eh bien, entrez, dit-elle après un moment. Même si je crains de ne pas être d'une grande compagnie pour le moment. À l'intérieur, le salon était plus froid que pendant le déjeuner. Un feu était allumé, mais pas allumé, et les rideaux pendaient en plis fatigués aux hautes fenêtres. Cordelia leur servit une tasse de thé, les mains tremblantes. « Je ne m'attendais pas à ce que tu appelles, » dit-elle, assise au bord du fauteuil comme une invitée dans sa propre maison. Miss Marple sourit doucement. C'est difficile de retourner dans un endroit où la mémoire est si profonde. Les lieux ne s'oublient pas aussi facilement qu'on le prétend. La voce de Cordelia se contracta. Oui, tout à fait. Il y eut un silence. Puis Miss Marple dit, comme si elle se rappelait une simple curiosité. J'ai cru comprendre que votre famille avait vendu le verger il y a des années. C'était une si belle parcelle. J'imagine que vous avez regretté de vous en séparer. Cordelia se raidit et posa sa tasse avec un clic. Ce n'était pas moi qui avais pris cette décision. Mon père avait tout arrangé avant sa mort. Pettigrew avait fait l'offre discrètement, et nous étions croulants sous les dettes. J'imagine que les bornes étaient un point de discorde, songea Miss Marple à voix haute. Cordelia la regarda fixement. Pourquoi dis-tu ça? Oh, je me souviens que le vicaire avait parlé d'un mur, demandant s'il avait été ajusté. J'aime beaucoup les cartes, vous savez. Les relevés d'ordonnance, en particulier. Des choses fascinantes, surtout lorsqu'on les compare sur plusieurs décennies. Cordelia se leva brusquement et se dirigea vers le foyer, lui tournant le dos. Je ne sais pas ce que tu insinues. Je n'insinue rien, dit doucement Miss Marple. J'observe simplement. Il me semble que M. Brand a peut-être découvert quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Quelque chose d'ancien. Quelque chose d'enfoui, peut-être. Cordelia se retourna lentement. Son expression était tendue, presque indéchiffrable. Toby Brand n'avait aucun droit de fouiller dans la vie privée de sa famille. Il prétendait écrire sur les traditions des récoltes. Mais il a posé des questions sur mon frère. Des choses qui n'ont jamais été prouvées. Dit doucement Miss Marple. Alors, c'est à propos de Lionel. Cordelia se figea. Il est mort pendant la guerre, dit-elle lentement. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Mais Brand n'arrêtait pas de poser des questions sur le verger. À propos d'une nuit de 1947, bien après la fin de la guerre. Et il demandait si quelqu'un avait déjà retrouvé la montre de Lionel. Miss Marple se pencha légèrement en avant. Je suppose que le verger n'a jamais été fouillé en profondeur. La voix de Cordelia se brisa. On pensait qu'il était parti à Londres. Il s'était enfui. Il avait toujours dit qu'il le ferait. Mais il y a eu cette bagarre, et puis il a tout simplement disparu. Il y eut un silence, épais d'une vieille douleur. Miss Marple se leva et posa doucement une main sur l'épaule de Cordelia. Les souvenirs ne sont pas des cadavres, mademoiselle Warminster. Mais parfois, ils finissent par se décomposer. Et je pense que ce n'est pas un hasard si un homme qui a posé des questions sur son frère disparu disparaît à son tour. Les yeux de Cordelia s'emplirent de larmes, mais elle ne dit rien de plus. Ce soir-là, la pluie reprit son cours. Elle tambourinait contre les fenêtres d'Ivy Cottage, tandis que Miss Marple était assise seule près du feu. Sur la table à côté d'elle, 2 cartes étaient ouvertes, l'une datée de 1938, l'autre de 1951. Le mur d'enceinte du verger avait en effet bougé de plusieurs mètres sur la dernière carte. Juste assez pour changer de propriétaire. Juste assez pour cacher un inconvénient. Elle les étudia en silence, puis écrivit un nom de plus sur sa liste croissante, Lionel Warminster. En dessous, elle a écrit une seule ligne. Disparu, pas oublié. Dehors, le village dormait sans repos sous le vent qui soupirait. Et Miss Marple, tricotant maintenant à la lueur ambrée de sa lampe, laissa les pièces du puzzle s'organiser dans le silence. Quelque chose de longtemps enfoui commençait à s'agiter. Le vendredi matin arriva enveloppé d'un brouillard bas, de ceux qui recouvraient les haies et transformaient des formes familières en silhouettes fantomatiques. À midi, la brume se dissiperait et les villageois émergeraient à nouveau pour préparer les champs pour la foire des moissonneurs. Mais pour l'instant, tout était calme, la terre retenant son souffle. Miss Marple était assise à sa petite table de petit-déjeuner à Ivy Cottage, une tranche de pain grillé beurré intacte dans son assiette, et son attention fixée sur une petite pile de documents pliés à côté du sucrier.
2 lettres. L'une du conseil paroissial datée de 1947, concernant des plaintes pour nuisances sonores provenant de la limite du verger. L'autre, plus récente, du bureau d'arpentage de Saint-Aldoignès, confirmait que le mur d'enceinte entre Marchemont-Grange et le verger Petitgrou avait été réaligné en 1950, approuvé par accord privé et jamais consigné au procès-verbal. Miss Marple joignit les mains, ses doigts effleurant légèrement les bords de l'enveloppe. Si l'on souhaitait dissimuler une tombe, ou quoi que ce soit d'autre qui n'aurait pas dû être découvert, le faire sur un terrain supposé appartenir à quelqu'un d'autre était à la fois astucieux et lâche. Et maintenant, M. Toby Brand ayant disparu en retraçant le passé, il devenait de plus en plus probable que les secrets cachés sous les arbres du verger refassent surface. À 10 heures précises, elle attacha sa broche, prit sa canne et se dirigea vers le champ de foire, non pas pour admirer les étals de fleurs ou donner des conseils sur la texture des éponges, mais pour parler à quelqu'un qui, jusqu'ici, était resté tranquillement à l'écart de tout. Monsieur Hugh Pettigrew. Il était dans son jardin, taillant les lauriers d'un geste vif et précis. Son manteau gris était ouvert et son chapeau à larges bords enfoncé sur son front. Miss Marple l'avait un jour décrit à son neveu Raymond comme « un homme qui parle avec une règle à la bouche ». Il croyait en l'ordre, à l'intimité et surtout au respect du passé. « Mademoiselle Marple » la salua-t-il sans lever les yeux. « Vous venez inspecter mes laitues. »« Seulement s'ils ont un alibi », répondit-elle gentiment en croisant les mains sur le portail. « Puis-je entrer pour un mot ?» Il grogna et désigna le banc de pierre près de la serre. « Je ne peux pas t'arrêter, j'imagine. » Elle s'assit calmement, le regardant continuer sa taille. « Vous avez bien entretenu le verger ces dernières années. »« La terre est la terre, » répondit-il. « Si tu la gardes propre, elle ne te retournera pas contre toi. Avez-vous déjà trouvé quelque chose d'inhabituel en soignant les arbres? Un poteau de clôture cassé? De vieux morceaux de métal? Des morceaux de chaîne de montre, peut-être? » Il leva brusquement les yeux. « De quoi s'agit-il » La voix de Miss Marple resta douce. « Toby Brand a été vu pour la dernière fois près de la limite. Et je crois qu'il a trouvé quelque chose. Quelque chose d'enfoui. Quelque chose de vieux. Il est fort possible que cela ait un rapport avec Lionel Warminster. » Les mains de Pettigrew s'immobilisèrent. Pendant un instant, on entendit que le chant incessant des oiseaux dans les haies lointaines. « Lionel, dit-il enfin à voix basse. Il était source d'ennui. Il l'a toujours été. On en parlait après la guerre. Une fille. Des dettes. Cordelia a essayé de le couvrir, mais tout le monde savait qu'il avait mal tourné. Saviez-vous qu'il a disparu près du verger? Demanda Miss Marple à voix basse. Pettigrew ne dit rien. Après une pause, il murmura « J'étais là cette nuit-là. 1947, j'ai entendu un cri. J'ai cru à une dispute entre ivrognes. Puis le silence. Et tu ne l'as jamais signalé? Ce n'était pas mon affaire. Et personne n'est venu. Mais vous avez acheté le terrain quelques années plus tard. » Il la regarda dans les yeux. « Que suggérez-vous, Miss Marple? Que je l'ai enterré moi-même? » « Non, dit-elle doucement. Mais je crois que quelqu'un l'a fait. Et maintenant, je crois que quelqu'un essaie de garder ce secret enfoui, peut-être même au prix d'une seconde vie. » Cet après-midi-là, une agitation dissipa le brouillard qui recouvrait le village. Un groupe de jeunes volontaires, envoyés chercher du petit bois à l'arrière de la grange, revint pâle et balbutiant. Miss Marple, appelée presque aussitôt par un agent perque au visage rouge de colère, fut escortée au-delà des bottes de foin et sous les chevrons grinçants de la grange. Là, dans une fosse peu profonde et à moitié effondrée, près de la base de la poutre centrale, quelque chose avait bougé. Un os. Long, cassant et indéniablement humain. On était en train de débroussailler, et un des garçons a trébuché sur le bord. Dit Perque, la voix basse malgré lui. Il a chédé. Il y a encore des débris là-dessous, des morceaux de tissu, du métal rouillé. Miss Marple se tenait sur le bord, son visage indéchiffrable. La zone a-t-elle été bouclée? Oui. Personne n'est autorisé à s'en approcher. J'ai déjà prévenu l'inspecteur en chef de Saint-Aldoin. Ils enverront une équipe. Elle hocha la tête. Et les Warminster? Ils n'ont pas encore été informés. Ni Pettigrew. Bien, dit doucement Miss Marple. Je crois qu'il faudra voir qui prend la parole en premier. Elle se pencha, et après un moment de réflexion, ajouta. Cordelia avait un frère qui portait une montre de poche en argent. N'est-ce pas? Gravée des initiales LW. Oui, je me souviens de quelque chose à ce sujet. Pourquoi?
parce que je soupçonne qu'il fait partie de ces objets rouillés. Et ce sera peut-être bientôt la seule chose qui répondra à sa question. Le soir, la grange était sous surveillance. La nouvelle se répandit rapidement malgré les tentatives de Perk pour la contenir. Le murmure d'un squelette d'un corps caché depuis des décennies se propagea du presbytère au salon de thé, puis à la file d'attente du boucher en moins d'une heure. La foire des moissonneurs se profilait désormais sous un tout nouveau jour. Miss Marple rentra chez elle tandis que le crépuscule s'installait sur les toits, la brume enfin dissipée, remplacée par quelque chose de plus épais. L'anticipation, la spéculation, la peur. Elle s'assit de nouveau près de la cheminée, repensant lentement aux événements. Cordelia était revenue à Mushwood, non pas par nostalgie, mais par certitude. Toby Brand avait pressenti une histoire enterrée, pas seulement un scandale. Et maintenant, les secrets du verger avaient éclaté au grand jour. Elle trempa sa plume, et sur une nouvelle page de son carnet, écrivit « Une mort longtemps cachée ». Un homme réduit au silence avant même de pouvoir parler. Et un troisième, qui attend. Observe. Effray. Puis, sans s'arrêter, elle a dessiné un petit cercle autour de 3 noms. Cordelia Warminster, Hugh Pettigrew, Daphne Cox. La vérité, elle le savait, était cachée parmi eux. Non pas dans leurs alibis, mais dans leur silence. Et la foire des récoltes, qui n'aura lieu que dans un jour, lui offrirait le cadre idéal pour faire éclater la vérité. Elle ferma son carnet, croisa les mains et regarda la lumière du feu. Il était presque temps. Le matin de la foire des moissonneurs s'est levé avec une clarté que le village n'avait pas vue depuis des semaines. Le ciel, fraîchement nettoyé par des jours de brume et de bruine, s'étendait d'un bleu profond sur Mushwood-Homer, et le soleil doré se répandait sur l'herbe comme une bénédiction. Les banderoles flottaient vivement dans la brise, les enfants se poursuivaient aux abords du terrain de cricket, et un parfum de cannelle et de sucre cuit flottait des tables à pâtisserie tandis que les dernières touches étaient apportées. Pour l'observateur non averti, la journée paraissait lumineuse, joyeuse et totalement épargnée par les sombres révélations de la veille. Mais Miss Marple, debout près du chapiteau de la confiture caritative, vêtue d'une modeste veste grise et ornée d'une broche lilas au cou, voyait tout autre chose. Elle voyait un malaise enfoui sous chaque salutation souriante. L'agent Perk, posté près de la table des juges, son presse-papier et les joues rouges, s'efforçait de paraître indifférent, mais son regard se posait constamment sur la vieille grange, dont l'accès avait été bouclé par des cordes et un avis officiel d'enquête policière. Derrière la gaieté du village, quelque chose couvait, et ceux qui connaissaient ne seraient ce qu'une once de vérité la masquait comme une poudre mal appliquée. Le regard de Miss Marple se porta sur Daphne Cox, qui rangeait des pots de confiture de fraises. L'agitation nerveuse habituelle de la jeune fille avait laissé place à un calme glacial, trop calme. Ses mains bougeaient avec une précision mécanique, et son regard ne croisait jamais le regard de qui que ce soit plus d'une seconde. Miss Marple connaissait bien ce genre de silence. C'était celui qu'on a lorsqu'on détient un secret trop dangereux pour le révéler à voix haute. Elle se tourna ensuite vers M. Hugh Pettigrew, qui avait pris position au stand de cidre. Bien qu'il accueillait les visiteurs avec une jovialité forcée, il ne s'éloignait jamais beaucoup des abords du verger. Son regard s'attardait plus souvent sur le cordon de police que sur les rangées de pommiers. C'était un homme qui attendait quelque chose, ou qui le redoutait. Et puis il y avait Cordelia Warminster. Elle était arrivée en retard, comme prévu, impeccablement vêtue d'un doux manteau de laine prune et d'un chapeau assorti, l'incarnation même de l'élégance d'antan. Elle arborait des sourires sereins, hochait la tête avec juste ce qu'il fallait de chaleur pour dissiper les soupçons, et allait d'un stand à l'autre comme si cette foire n'était pas plus extraordinaire que celle auquel elle avait assisté enfant. Mais Miss Marple, debout près d'une table de crème au citron et de miel de lavande, remarqua la légère raideur de la main droite de Cordelia, la façon dont ses doigts se recroquevillaient à ses côtés. Elle se préparait. Le passé s'était ouvert et elle se tenait au bord de son gouffre. À midi, le révérend Ainsley demanda le silence. La foule se rassembla vaguement autour de l'estrade devant le mât de mai, la fanfare marquant une pause, ses instruments brillant au soleil. Miss Marple, ayant décliné le rôle honorifique de coupeuse de ruban, se tenait à l'écart, les mains jointes devant elle. Elle n'était pas là pour être vue, mais pour observer. Je déclare la 114e foire des récoltes de Mushwood officiellement ouverte, a proclamé le révérend, coupant le ruban cérémoniel avec une paire de ciseaux rouillés transmis depuis l'époque victorienne.
Des applaudissements suivirent, polis et dispersés, et l'orchestre entonna une joyeuse valse tandis que les villageois se dispersaient. Mais ce n'était pas la fanfare qui intéressait Miss Marple. Ce sont les conversations qui se déroulaient en dessous, les regards échangés, les rires nerveux, les murmures spontanés qui s'échappaient entre les bouchées de tarte aux pommes et les gorgées de sirop maison. Elle se déplaçait tranquillement entre les stands, s'arrêtant pour examiner les oignons marinés ou admirer les compositions florales pressées, tout en notant les subtils changements de ton lorsque certains noms surgissaient. « C'est horrible, ce qu'ils ont trouvé, n'est-ce pas ?» murmura Madame Turnbow derrière un étalage de napperons en dentelle. « Vous ne pensez pas que c'est vraiment lui, si ?»« Sûrement, » murmura Madame Withers. Cette montre qu'ils ont trouvée hier, elle correspondait à celle que portait Lionel. Tout le monde la connaissait. Gravée, disait-on. Cordelia doit être hors d'elle. Pettigrew, lui, a l'air louche depuis des années. Il marmonne toujours quand on passe devant le verger. Et ce journaliste, il a toujours disparu, n'est-ce pas? Miss Marple s'éloigna avant qu'il ne la remarque et retourna vers la tente de confiture, où Daphné disposait maintenant un panier de cuillères à échantillons avec une énergie presque frénétique. « Daphné, ma chère, dit Miss Marple aussi gentiment que possible, voudrais-tu marcher avec moi un instant ?» La fille hésita, puis hocha la tête. Ils se dirigèrent vers le bord du champ de foire, où la foule se fit plus clairsemée et le bruit s'adoucit en un murmure de fond. « J'aimerais te demander quelque chose, commença Miss Marple, mais je n'insisterai pas si tu préfères ne pas parler. Toby Brand s'est-il confié à toi ?» Les yeux de Daphné s'emplirent de larmes. Elle baissa les yeux et tordit le bord de son tablier. Il m'a dit qu'il tenait quelque chose d'enfoui. Il a dit que ça avait un rapport avec le frère de Cordelia, que le verger n'était pas ce qu'il semblait être. Il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui était passé par là en 1947. Je lui ai dit de parler à M. Pettigrew, mais il a dit qu'il ne lui faisait pas confiance. Il était inquiet. Il n'arrêtait pas de répéter « Si je disparais, dis à quelqu'un que ce n'était pas un accident. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Et vous ?»« Non, » murmura Daphné. « J'avais trop peur. »« Peur de quoi ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, « Je crois que M. Brand a trouvé quelque chose dans la grange. Pas seulement les os. Autre chose. Un papier, peut-être. Je l'ai entendu se disputer avec quelqu'un tard ce soir-là, près du verger. Je ne sais pas avec qui, mais je crois que c'était Cordelia. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. « Vous êtes sûr ?»« Non. Je n'ai eu qu'un bref aperçu. Mais la voix, elle était froide. Elle a dit quelque chose comme « Tu ne sais pas à quoi tu touches. » Puis j'ai entendu un bruit strident. Et puis, plus rien. Alors que l'après-midi s'écoulait vers le début de la soirée, Miss Marple savait ce qu'il fallait faire. Elle trouva Cordelia seule près du concours de gâteaux aux roses, contemplant les créations avec un sourire forcé. Miss Marple s'approcha doucement et dit « Un mot, s'il vous plaît, Miss Warminster. » Cordelia se retourna, sa bouche formant une salutation pratiquée, jusqu'à ce qu'elle voie les yeux de Miss Marple. « Ce n'est pas l'endroit. » Dit doucement Cordelia. « Non, acquiesça Miss Marple. Mais il n'y a pas de moment plus sûr pour dire la vérité que lorsque le village est le plus distrait. » Cordelia hésita, puis suivit Miss Marple sur le petit chemin derrière le stand de fleurs, où elle se tenait sous la canopée d'un vieux sycomore, juste hors de vue. La voix de Miss Marple était basse et inébranlable. « Toby Brand a trouvé la montre de Lionel. Et je crois qu'il a trouvé autre chose, peut-être une lettre ou une preuve enterrée avec votre frère. Vous l'avez confronté. Et maintenant, il a disparu. » Cordelia ne dit rien. Ses mains étaient si serrées que leurs jointures étaient devenues blanches. « Je pense que vous ne vouliez pas que les choses aillent si loin, » poursuivit Miss Marple. « Mais vous aviez peur de ce que dirait le village, de perdre le peu qui restait du nom de votre famille. » La voix de Cordelia se brisa. Il allait tout publier. Déterrer la disgrâce de Lionel, les dettes de mon père, la dépression de ma mère. Je voulais juste qu'il attende, qu'il me laisse du temps. Je n'ai jamais voulu, il est tombé. Je n'ai pas poussé, il a trébuché. Silence. Miss Marple elle observa. Où est-il maintenant? Les yeux de Cordelia étaient pleins de larmes. Je ne sais pas. J'ai paniqué. Je suis parti. À mon retour, il avait disparu. J'ai pensé que quelqu'un d'autre l'avait peut-être trouvé. Mais personne n'a rien dit. L'expression de Miss Marple était indéchiffrable. Alors peut-être que quelqu'un d'autre l'a trouvé.
Cordelia leva brusquement les yeux. Miss Marple lui lança un regard doux, presque maternel. Et si c'est le cas, il faut espérer que quelqu'un soit encore disposé à parler. Elle se retourna, laissant Cordelia sous le sycomore, le fanion doré flottant dans la brise derrière elle. Miss Marple avait pratiquement tiré le rideau sur l'acte final. Il ne lui restait plus qu'à attendre que le dernier joueur monte sur scène. Alors que le crépuscule s'étendait doucement sur les champs de Muchwoodomer, la foire des moissons tirait progressivement sa révérence. L'odeur du foin et des châtaignes grillées flottait dans l'air tandis que les villageois repliaient les tables, emballaient les restes de gâteaux dans du papier kraft et rassemblaient les enfants errant derrière les étals. Le soleil avait plongé juste sous la cime des arbres, projetant de longues ombres sur le champ, et un silence lent s'installa sur le champ de foire, seulement troublé par des rires lointains et le crépitement occasionnel d'une lanterne allumée. Miss Marple n'aida pas à nettoyer. Elle avait passé la dernière heure à observer depuis la périphérie, son châle soigneusement drapé sur ses épaules, la posture immobile et modeste. Elle observait les mouvements des gens lorsqu'ils pensaient que personne ne les regardait, observait ceux qui regardaient par-dessus leur épaule et ceux qui s'en abstenaient délibérément. Lorsque Cordelia Warminster s'était éclipsée peu après leur conversation tranquille sous le sycomore, Miss Marple ne l'avait pas suivie. Elle n'avait pas non plus suivi Daphne Cox, qui était partie quelques minutes plus tard, l'air crispé, les bras croisés sur la poitrine comme une barrière. Non, Miss Marple avait attendu. Elle attendait toujours. Parce que le timing, disait-elle souvent, était l'outil le plus sous-estimé de la trousse d'un détective. Et maintenant, alors que le soleil se couchait et que les derniers fanions se balançaient dans la brise fraîche, elle quitta la foire et se dirigea vers le verger. Elle prit le long chemin, le long du sentier près des jardins ouvriers, où les ronces tiraient doucement sur le bas de sa jupe. L'air sentait la terre et les feuilles mouillées, et la brume, bien que légère, s'accrochait à l'herbe comme un souvenir. En approchant de la lisière du verger, elle l'aperçut, une lueur vacillante entre les troncs. Une lanterne. Il y avait quelqu'un là. Miss Marple garda le silence, le doux craquement de l'herbe sous ses pas étouffés par la mousse. Elle atteignit le portail et s'arrêta, une main sur le loquet, la tête légèrement penchée. La lueur de la lanterne se déplaça de nouveau, se rapprochant du vieux mur de pierre où la terre avait jadis changé de main, là où les frontières, physiques et morales, s'étaient depuis longtemps estompées. Elle ouvrit lentement la porte et entra. C'était Daphne. La jeune fille se tenait près du pied d'un des plus vieux arbres, aux racines noueuses et à moitié exposées. Ses mains serraient le manche de la lanterne, et son regard était fixé sur une parcelle de terre remuée au pied de l'arbre. Une bêche gisait à côté, à moitié enterrée. Miss Marple ne s'est pas annoncée. Elle a attendu. Daphne, sentant une présence, se retourna brusquement. La peur dans son regard fut instantanée, mais elle s'estompa tout aussi vite lorsqu'elle vit qui se tenait là. Miss Marple, souffla-t-elle. Je ne m'attendais pas. J'aurais bien cru que vous viendriez ici, dit doucement Miss Marple. Vous n'êtes pas la seule à pouvoir deviner où se cache quelque chose. Daphne baissa légèrement la lanterne, les épaules affaissées. Je n'allais pas la déterrer, dit-elle. Je voulais juste voir si elle était toujours là. Qu'est-ce que c'est exactement, ma chère? Il y eut un long silence. Puis Daphne dit, le carnet de Toby. Le sourcil de Miss Marple se haussa légèrement. Je suis revenu ici après la foire ce soir-là, dit Daphne, la voix tremblante. Après l'avoir entendu se disputer avec Cordelia. Je ne voulais pas, j'avais peur. Mais il fallait que je sache. Je l'ai vu étendu là. Il n'était pas mort. Pas à ce moment-là. Juste inconscient, je crois. J'ai couru. Mais quand je suis revenu avec mon oncle, il avait disparu. Miss Marple écoutait sans interrompre. J'ai trouvé son carnet le lendemain matin, à moitié enfoui sous des feuilles près du mur, continua Daphne. Je n'en ai parlé à personne. Je ne savais pas quoi faire. Je l'ai caché. Je crois que quelqu'un d'autre l'a déplacé. Ton oncle? Demanda Dowsmet, Miss Marple. Daphne tressaillit. Je ne sais pas. Il ne parle jamais de cette nuit-là. Mais j'ai vu de la terre sur son manteau. Et il est bizarre. Agile. Il surveille la grange. Miss Marple s'avança lentement, posant une main sur l'épaule de la jeune fille. Puis-je voir le carnet? Daphne hésita, puis fouilla dans les plis de son manteau et en sortit un livre fin et usé, relié en cuir. Elle le lui tendit d'une main tremblante. Miss Marple l'ouvrit à la lueur de la lanterne, feuilletant soigneusement les pages. Là,
Dans l'écriture précise et concise de Toby Brand, se trouvaient des notes sur Lionel Warminster, des coupures de presse, des chronologies griffonnées, un croquis grossier du verger et de sa limite, marqué d'un X. Et sur la dernière page, écrit à la hâte, elle sait. Le verger n'est pas seulement symbolique, c'est littéral. Il s'arrête là où le mensonge commence. S'il m'arrive quelque chose, commence par Pettigrew. Mais ne t'arrête pas là. Il y a plus. Elle protège quelqu'un. Quelqu'un qui était là cette nuit-là. Miss Marple ferma le livre, ses doigts toujours posés sur le cuir. Tu as été très courageuse, Daphné, dit-elle doucement. Je crois que tu viens de me remettre la dernière pièce. Ils retournèrent au village en silence, la lanterne tamisée, les ombres s'épaississant derrière eux à mesure que la nuit tombait. Miss Marple raccompagna Daphné chez elle, et une fois la jeune fille disparue derrière sa porte d'entrée, Miss Marple remonta le chemin en direction de Marchmont-Grange. Cordelia attendait déjà sur les marches. Miss Marple s'arrêta devant elle, une main gantée tenant le carnet. « Tu ne l'as pas déplacé, dit-elle simplement. Les yeux de Cordelia s'écarquillèrent. « Tu as paniqué? Oui. Toi as foué. Mais tu n'es pas revenu. Quelqu'un d'autre l'a fait. » La voix de Cordelia était cassante. « Je ne sais pas qui. Je pense que oui, dit Miss Marple. Toby Brand retrouve les restes de Lionel. Mais surtout, il a trouvé la preuve que sa disparition n'était pas une simple désertion ou un scandale. Il y a eu un affrontement dans ce verger en 1947. Lionel a été frappé, tué, et l'affaire a été étouffée. Pas par vous. La voix de Cordelia S. brissa. J'étais dans la maison. Je n'ai rien vu. Mon père a dit que Lionel s'était encore enfui. Et je l'ai cru. Je le voulais. Miss Marple hocha la tête. Vous ne vous êtes pas protégée pendant toutes ces années, Miss Warminster. Vous avez protégé l'héritage de votre père. Peut-être même sa mémoire. Cordelia déglutit. Et maintenant, dit doucement Miss Marple, il est temps de décider si la vérité est plus dangereuse que le silence que vous avez gardé. Elle plaça le carnet dans les mains de Cordelia, puis se retourna et descendit les marches sans un mot de plus. Plus tard dans la soirée, Miss Marple s'assit de nouveau près de son feu, les flammes dessinant des ombres sur les murs d'Ivy Cottage. Elle avait écrit 3 lettres, une à l'inspecteur aux sornes de Saint-Aldouin, une à son avocat et une autre, chose assez inhabituelle, à son neveu Raymond. Le carnet deviendrait bientôt une preuve. Mais ce qui comptait le plus, pensait-elle, c'était la manière dont l'histoire serait racontée. Pas seulement les ossements enfouis dans le sol où le journaliste disparut, mais les choix qui les ont façonnés. Au-dessus de la cheminée était accroché un petit tableau représentant le verger de Mushwood au printemps, des fleurs en fleurs, épargnées par le poids de l'histoire. Miss Marple leva les yeux vers lui et dit doucement, « Certaines racines sont profondes, mais c'est ce qu'elles nourrissent qui révèle la vérité. » Et puis, elle prit sa tasse de thé et laissa le silence revenir. Le village de Mushwood-on-Mer s'éveilla le lendemain matin sous le poids indéniable d'un ouvrage inachevé suspendu dans l'air. Bien que la foire fût terminée et que les banderoles s'affaissent sous les cordes lourdes de la pluie, personne ne retrouva vraiment son calme. Les conversations étaient plus courtes, les regards plus longs. Le genre de silence que Miss Marple comprenait mieux que quiconque s'était installé sur les chaumières et les ruelles tortueuses, non pas le silence de la paix, mais celui d'avant la révélation. À Ivy Cottage, Miss Marple accomplissait sa routine matinale avec une précision tranquille. Elle faisait cuire un œuf, coupait une tranche de jambon et buvait son thé lentement, les yeux fixés sur le carnet ouvert à côté d'elle. Sur la page la plus récente, elle avait dessiné 3 cercles superposés, Cordelia Warminster, Hugh Pettigrew et Daphne Cox reliés par des pointillés. Au centre, elle avait écrit 2 mots, peur protectrice. Dehors, le vent portait l'odeur de la terre retournée. Quelque part derrière le verger, l'enquête se poursuivait. Les restes squelettiques retrouvés sous la grange avaient déjà été provisoirement identifiés comme étant ceux de Lionel Warminster, confirmation renforcée par la présence de la montre en argent gravé. Mais l'inspecteur O'Sorn, fraîchement arrivé de Saint-Aldouin-es, n'avait encore rien annoncé publiquement. Et Miss Marple, de son côté, n'avait pas révélé tout ce qu'elle savait. Pas encore. C'était une ligne fine, pensait-elle, non pas entre la culpabilité et l'innocence, mais entre la vérité et le prix à payer pour la dire. Elle se leva et lissa sa jupe. Il était temps. À 10 heures précises, elle frappa à la lourde porte du bureau de Marchmont-Grange.
Le domaine, majestueux mais défraîchi, sembla retenir son souffle lorsqu'elle fut admise par une femme de chambre aux lèvres pincées. Cordelia Warminster se tenait près de la cheminée, la posture empreinte de retenue, vêtue d'une robe du matin bleu foncé. Elle ne dit rien à Miss Marple, se contentant d'un geste muet vers le canapé. « Je ne resterai pas longtemps, » dit doucement Miss Marple en s'asseyant, « mais je voulais vous accorder ce moment, avant que les choses ne commencent à bouger sans vous. » Cordelia se retourna, la voix tremblante. L'inspecteur était là. Il a posé des questions. Sur Lionel. Sur mon père. Sur le verger. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit que je ne savais pas qui avait tué Lionel. Parce que je ne le savais pas. Elle marqua une pause. Et c'est la vérité. Miss Marple hocha la tête. Mais il y a quelqu'un qui le sait. Quelqu'un que vous avez protégé, intentionnellement ou non. Cordelia s'assit en face d'elle. Tu crois que c'est Hugh Pettigrew, n'est-ce pas? Je pense que Hugh Pettigrew y était pour quelque chose, dit mademoiselle Marple. Il savait quelque chose cette nuit-là de 1947. Peut-être a-t-il vu les conséquences. Peut-être a-t-il contribué à dissimuler l'affaire. Mais il n'est pas le seul à avoir gardé le silence. Cordelia leva brusquement les yeux. Daphne? Non, répondit Miss Marple. Pas Daphne. Elle n'était qu'une enfant à l'époque. Alors qui? Il y eut un long silence. Miss Marple parla lentement, d'un ton posé. Cordelia, qui d'autres vivaient à Marchmont-Grange en 1947. Cordelia cligna des yeux. Mon père, ma mère, Lionel et moi. Y avait-il du personnel? Une femme de ménage et un jardinier. Mais, attendez, Miss Marple a vu le moment où elle a réalisé. Le jardinier, murmura Cordelia. Thomas Lyle. Mais il est parti juste après la disparition de Lionel. Il a dit qu'il partait vers le nord. Miss Marple hocha la tête. En effet. Et pourtant, il n'est pas allé bien loin. Thomas Lyall a pris un autre nom. Il est venu travailler quelque temps au verger aux côtés de M. Pettigrew, discreetment. Puis il a disparu une fois la transaction foncière conclue. Cordelia était pâle maintenant. Tu crois qu'il? Je pense que Toby Brand a peut-être trouvé autre chose que des os. Peut-être même une lettre. Quelque chose que Lionel a laissé derrière lui. Quelque chose qui s'appelait Lyall, ou quelqu'un d'autre. Cordelia joignit les mains, fermement. Alors pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas laisser une confession? Parce que, dit Miss Marple, il y avait un enfant dans la maison ce jour-là. Un enfant qui s'était aventuré dans le verger sans que personne ne le remarque. Et Lionel, impulsif et furieux, s'est retourné contre lui, fou de rage. Cordelia cligna de nouveau des yeux. Un enfant? Qui? La voix de Miss Marple était douce. Vous étiez trop jeune pour vous en souvenir, mais la sœur de votre père vous avait confié son fils pour l'été. Vous l'avez toujours considéré comme un cousin. En fait, c'était l'enfant illégitime de Hugh Pettigrew. Un enfant né d'un scandale. C'est pourquoi les Warminster l'ont recueilli discrètement, et pourquoi votre père a exigé que personne n'en parle plus. Cordelia couvrit sa bouche avec sa main. Je ne l'ai jamais su. Ton père l'a protégé. Après que Lionel a frappé le garçon dans le verger lors d'une dispute, peut-être l'a-t-il poussé. Effrayé, ton père est intervenu. Il y a eu une bagarre. Un accident. Mais au lieu de le signaler, il l'a enterré. Il a enterré Lionel. Et a construit une vie sur le silence. Et Toby, il a découvert, il a trouvé suffisamment de preuves pour soupçonner quelqu'un. Peut-être le garçon, devenu homme, lui a-t-il parlé. Peut-être a-t-il trouvé l'entrée du journal. Et il a confronté Cordelia, ou Pettigrew, ou même Lyall, qui possède toujours une maison de jardinier en bordure de la propriété. Cordelia tremblait. Que dois-je faire? Que la vérité soit dite, dit Miss Marple. Pas seulement à la police, mais au village. Les secrets s'enveniment. Mais la vérité permet à chacun de choisir sa propre voie. Cet après-midi-là, une réunion de village fut convoquée à la salle paroissiale. Ni par la police, ni par le conseil municipal. Par Miss Marple. Elle se tenait tranquillement au premier plan, une petite silhouette en laine grise, son ton était calme et clair. Elle n'a pas accusé. Elle n'avait pas honte. Elle se contenta d'exposer les faits, la disparition de Lionel, la découverte, la chronologie, et la vérité finale, incontournable. Quelqu'un au village avait choisi le silence plutôt que la justice, peut-être par peur, peut-être par loyauté, peut-être simplement par amour. Les villageois écoutaient. Certains avec incrédulité, certains avec soulagement.
Et certains, notamment M. Pettigrew, assis raidement au deuxième rang, avec le genre de calme qui n'apparaît que lorsqu'un fardeau longtemps retenu commence à se relâcher. Ce soir-là, Miss Marple retourna à Ivy Cottage et alluma une petite lampe près de son panier à broderie. La pluie était revenue, douce et purifiante, tapant doucement contre les fenêtres. Elle a écrit une dernière note dans son livre avant de le fermer définitivement. La justice, différée, n'est pas toujours refusée. Mais elle doit être accueillie. Comme la vérité, comme la guérison, comme la paix. Elle sourit faiblement, croisa les mains et laissa la pluie ramener le village vers le matin. Le lendemain matin, la pluie tombait sans discontinuer sur Mushwood-Homer, s'infiltrant dans la terre et coulant en doux ruisselets le long des avant-toits des chaumières. Les chemins pavés scintillaient sous le ciel gris, et une légère odeur de feuilles mouillées et de tourbe flottait dans l'air. Les bannières de la foire des moissons, à moitié décrochées, pendaient des lampadaires tels des souvenirs oubliés. À Ivy Cottage, Miss Marple remuait son thé et regardait par la fenêtre sans bouger. Sur la table à côté d'elle se trouvait un journal, plié pour révéler le titre. Dépouille confirmée. Lionel Warminster, famille locale sous surveillance. L'article lui-même était court et vague, comme souvent dans ces reportages lorsque les faits sont encore incomplets. Il mentionnait la dépouille, le vieux scandale de Warminster, le dossier de police rouvert. Mais aucun n'en était donné, hormis celui de Lionel. Aucune inculpation n'avait été retenue. Telle serait la décision de l'inspecteur, pensa Miss Marple. Mais à Mushwood-Homer, la justice n'était jamais l'affaire des seuls tribunaux. C'était une question de mémoire. Des vérités. De ce que le village avait choisi de porter et de ce qu'il avait choisi d'ensevelir. Elle se leva de sa chaise et prit son parapluie. Elle avait besoin de voir quelqu'un. Cordelia Warminster n'avait pas quitté Marchmont-Grange depuis la réunion du village. La grande maison semblait encore plus silencieuse, les fenêtres sombres, le lierre plus épais, le sentiment d'isolement plus profond. Mais la porte s'ouvrit promptement lorsque Miss Marple frappa. Cordelia avait l'air différente. Fatiguée, certes, mais aussi plus légère, d'une certaine manière. Ses yeux étaient cernés de lassitude, mais quelque chose en eux s'était adouci. « Tu as entendu » demanda-t-elle, doucement, en s'écartant. « Oui » répondit Miss Marple. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'histoire ne se répande dans le monde entier. Mais j'ose affirmer qu'elle ne fera pas autant de bruit là-bas qu'ici. Cordelia parvint à esquisser un léger sourire. Je doute que quoi que ce soit à Mushwood-Homer ait jamais remué autant de squelettes, littéralement ou non. Ils traversèrent ensemble le hall, leurs pas résonnant faiblement contre les boiseries. Dans le salon, un feu avait été allumé. Une odeur de charbon et d'encaustique à la lavande flottait dans l'air. J'ai réfléchi, dit Cordelia en s'asseyant lentement au bord du canapé. À tout ça, à ce qui était caché, à ce qu'on laissait pousser dans l'ombre. Je ne sais pas si je peux me le pardonner. Miss Marple s'assit en face d'elle. Ce n'est pas le pardon qu'il faut rechercher en premier. C'est la clarté. Cordelia fixait le feu. Mon père, ce n'était pas un homme mauvais, tu sais, pas cruel. Mais il était fier, tellement déterminé à préserver le nom de la famille au-dessus de tout reproche qu'il préférait enterrer un scandale plutôt que de l'affronter. Et Lionel, il était instable, oui. Mais il ne méritait pas ce qui est arrivé. Rien de tout cela n'aurait dû arriver. Miss Marple croisa les mains. C'était un accident. Un accident suivi d'une série de choix effrayants. La guerre était finie, mais les gens vivaient encore dans l'ombre, craignant la honte plus que le chagrin. Et la mort de Toby Brand, Cordelia tressaillit. Je ne l'ai pas fait exprès. Vraiment. Je voulais juste qu'il arrête de creuser. Je sais, dit doucement Miss Marple. Mais quelqu'un d'autre a veillé à ce qu'il ne parle plus. Cordelia tourna les yeux vers elle. Tu crois que c'était Pettigrew? Miss Marple hésita. Non, dit-elle doucement. Je crois que c'était Thomas Lyall. Il était resté à Mushwood sous de faux noms, passant d'un petit boulot à l'autre. Il surveillait le verger. Il protégeait ce qu'il pensait être l'ultime acte de clémence de ton père. Je crois qu'il a suivi Toby cette nuit-là. Quand il a vu la confrontation, quand il a vu Toby découvrir les ossements, il a paniqué. Il a cru devoir terminer ce qu'il avait commencé en 1947. Cordelia ferma les yeux. Et maintenant, l'inspecteur a parlé à Lyall, dit Miss Marple. Il ne va pas bien. Il est perdu. Mais il a avoué. Non pas par culpabilité, mais par épuisement. Il a gardé le secret trop longtemps. Cordelia hocha lentement la tête. Alors, c'est fait?
Non, répondit Miss Marple. Maintenant, ça commence. M. Woodhomer n'avait jamais vraiment aimé le scandale. Mais il avait une excellente mémoire. Dans les jours qui suivirent la découverte, le village s'adapta avec la grâce maladroite de ceux qui s'efforçaient de vivre avec des vérités qu'ils avaient longtemps ignorées. Le boucher faisait moins de blagues derrière le comptoir. Madame Withers, au bureau de poste, baissait la voix en parlant des Warminster. Même le vicaire, habituellement sujet à des divagations nerveuses, a prononcé un sermon calmement composé intitulé sur les pierres déterrées. La foire des moissonneurs ne fut plus évoquée en détail. Les palmarès furent affichés sans cérémonie. Les gâteaux présentés furent retournés à leur pâtissier. La guirlande fut pliée, non brûlée. Miss Marple continua sa promenade dans le village, saluant ses voisins de la tête, leur adressant des paroles douces si nécessaires. Mais son esprit restait fixé sur un dernier point, l'invitation. Cette unique enveloppe, scellée de rouge, avait commencé à se défaire. Quelqu'un la lui avait envoyée de la part de Cordelia, certes, mais avec une main délibérée. Quelqu'un avait voulu sa présence, avait voulu des yeux capables de lire au-delà de la politesse superficielle. Cette enveloppe n'était pas seulement une invitation à déjeuner. C'était une convocation. Jeudi, une semaine après la foire, une deuxième enveloppe est arrivée. Papier crème. Serait cramoisi. Mais cette fois, le son n'était pas brisé et l'écriture était de la main de Cordelia elle-même. À l'intérieur, une note simple. Merci de m'avoir permis de voir la vérité, même lorsque je souhaitais détourner le regard. J'espère qu'un jour, le verger pourra à nouveau produire quelque chose d'honnête. Miss Marple rangea le mot dans son tiroir, à côté de ses autres lettres. Puis elle retourna au foyer, où ses aiguilles l'attendaient à côté d'une pelote de laine bleue toute neuve. Dehors, le village continuait. Le boucher coupe la viande. L'épicier a empilé des pommes. La poste a sonné sa cloche du matin. Mais dans le verger, pour la première fois depuis des décennies, le sol était ouvert et propre sous les arbres. Et quelque part dans le calme de ses racines, la vérité avait finalement trouvé un espace pour grandir. Une semaine s'était écoulée depuis la réunion du village. Bien que les journaux aient relayé un flot de spéculations, l'attention extérieure s'était rapidement atténuée, comme c'était souvent le cas pour des affaires trop anciennes pour un drame moderne et trop subtil pour des titres sensationnels. Mais à M. Woodhomer, les répliques restaient discrètement présentes. Dans les silences entre les phrases, dans les regards fuyants de vieilles connaissances, et dans la façon dont les gens passaient désormais devant le verger avec un mélange de révérence et d'inquiétude. Miss Marple, cependant, accomplissait ses tâches avec la même élégance mesurée. Elle avait appris depuis longtemps que la vie au village, comme la broderie, se gouvernait mieux en surveillant les fils visibles tout en comprenant que bien d'autres coulaient juste sous la surface. Ce matin-là, elle se tenait à l'orée de la verdure, contemplant les tilleuls qui bordaient le chemin menant à Sainte-Mildred. Leurs feuilles avaient commencé à jaunir, et la brise matinale apportait un léger parfum citronné. L'automne arrivait, non pas en fanfare, mais avec la certitude patiente que les saisons apportent toujours. Elle ajusta ses gants, puis se retourna et vit l'inspecteur Hawthorne s'approcher d'un pas posé, ses bottes laissant des traces sombres sur l'herbe humide de rosée. Grand homme vêtu d'un pardessus beige, il avait le visage pensif de quelqu'un qui avait lu trop de déclarations et en avait cru trop peu. « Mademoiselle Marple » la salua-t-il d'un signe de tête. « Puis-je vous demander un mot ?»« Bien sûr, » dit-elle en s'installant à l'ombre du tilleul le plus proche. « Vous venez de la grange, je suppose ?»« Oui, » répondit-il. « Mademoiselle Warminster a été ouverte. Elle a proposé de nous aider pour tous les détails dont nous pourrions avoir besoin dans le cadre de l'enquête. Elle nous a même fourni les anciens dossiers du personnel. Quel changement par rapport à notre première rencontre. Elle a enfin appris que le silence ne guérit pas, dit doucement Miss Marple. L'inspecteur hocha la tête. Lial a été officiellement placé en détention provisoire à Saint-Aldouin. Son état mental est fragile, mais ses aveux sont valables. Il affirme que c'était un accident, qu'il voulait seulement effrayer Brand, pas le tuer. Miss Marple regarda la verger. La peur, laissée sans surveillance, pousse des racines sauvages. Un peu comme le verger. En effet, son dossier pourrait ne pas aboutir à un procès. Il sera probablement résolu discrètement, en coulisses. Il marqua une pause. Pettigrew ne s'est pas manifesté. Je m'en doutais, murmura Miss Marple. Certains hommes croient que le silence est une forme de force. Hawthorne l'observa un instant.
Vous avez presque tout reconstitué sans même mettre les pieds dans un tribunal. J'ai lu vos notes, votre chronologie, et même vos observations sur Daphne Cox. Vous auriez fait un excellent inspecteur. Miss Marple sourit. Je trouve qu'il vaut souvent mieux être sous-estimé, inspecteur. Les gens en disent long quand ils pensent que vous ne représentez aucune menace. Il rit doucement. Une dernière question. Et pardonnez-moi de la poser maintenant, alors que la tempête semble passer. Elle le regarda fixement. Ce déjeuner, dit-il, celui qui a tout déclenché. L'invitation à la foire des moissonneurs. Vous en avez reçu une, n'est-ce pas? Mais personne d'autre ne semble se souvenir de l'avoir envoyée. J'y ai réfléchi, dit Miss Marple. Et je crois que c'était Daphne. Hawthorne Hausa, un sorcel. Elle ne me l'a jamais avoué, poursuivit Miss Marple, mais je crois qu'elle a trouvé le mot de Toby avant tout le monde. Avant la disparition. Elle savait qu'il avait une piste. Elle craignait de parler ouvertement, surtout compte tenu de l'implication de son oncle et de sa propre loyauté, parfois ambiguë. Mais elle me faisait confiance, discrètement. Elle savait que si j'étais présente, je verrais ce que les autres pourraient manquer. Alors elle a falsifié l'invitation. Seulement en apparence, dit Miss Marple. L'écriture était presque certainement celle de Cordelia, probablement copiée d'un mot ou d'une carte. Daphne avait accès à sa correspondance grâce à son bénévolat. Et elle utilisait le vieux sceau de Warminster. Probablement quelque chose que Cordelia avait jeté. Intelligent, murmura Hawthorne. Risqué, mais intelligent. Elle espérait qu'en déclenchant une réaction en chaîne, quelqu'un d'autre ferait éclater la vérité. Et quelqu'un l'a fait. Miss Marple hocha légèrement la tête. Comme souvent, il a fallu plus d'une main pour soulever le couvercle. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite à Daphne Cox. La jeune fille ouvrit la porte avec moins d'hésitation qu'auparavant. Ses yeux étaient encore cernés, mais elle se tenait avec une assurance nouvelle. « Mademoiselle Marple, dit-elle, entrez, s'il vous plaît. » Ils étaient assis dans le modeste salon, où l'odeur du cirage se mêlait à une légère trace d'herbe séchée. Daphne versait le thé avec des gestes habiles, même si elle faillit en renverser une goutte avant de stabiliser la tasse. « Je suppose que tu es venu me demander ce que j'ai l'intention de faire, » dit Daphne sans vraiment lever les yeux. Miss Marple croisa les mains. « Seulement si vous voulez me le dire. » Daphne resta silencieuse un long moment. Puis, finalement, je quitte le village. Miss Marple pencha la tête. J'ai écrit à une école normale de Norfolk, poursuivit Daphne. Pour étudier les soins infirmiers. Je veux faire quelque chose d'utile. Quelque chose qui ne me donne pas l'impression de me cacher. Miss Marple sourit doucement. Cela me paraît très sage. J'avais peur, dit Daphne, pendant si longtemps, de ce qu'aurait pu faire oncle Hugh, de ce que j'étais devenu en gardant le silence. Mais c'est Toby qui m'a fait comprendre. Il a vu le village tel qu'il était. Beau, certes, mais chargé de secrets. Et il croyait que la vérité pouvait être plus salutaire que néfaste. Elle leva enfin les yeux. Moi aussi, je veux y croire. Miss Marple tendit la main par-dessus la table et lui toucha doucement la main. Tu le fais déjà. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur les toits et que la fumée des cheminées se détachait sur les premiers rayons d'octobre, Miss Marple retourna à Ivy Cottage. Elle déposa ses gants dans leur coupelle habituelle, retira son chapeau avec précaution et s'assit de nouveau près du feu. Sur la petite table à sa droite se trouvait le carnet de notes, celui de Toby Brand. Il serait bientôt remis aux autorités, mais pour l'instant, elle s'autorisa un dernier coup d'œil à la page où était inscrit le croquis du verger. Elle pensa à tout ce qui s'était passé, le destin caché de Lionel, le silence pesant de Cordelia, la protection froide de Pettigrew et la bravoure incertaine de Daphne. Et puis, surtout, elle pensait à l'invitation. Une seule lettre scellée, glissée dans le courrier comme une supplication murmurée. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était un cri de vérité. Dehors, le verger était immobile. Et cette fois, Miss Marple ne le ressentait pas comme un lieu ombragé où des secrets avaient été semés, mais comme un champ de défrichement, prêt, peut-être, à accueillir quelque chose de nouveau. Le premier dimanche d'octobre s'ouvrit avec une douceur presque désolée, comme si la météo elle-même était consciente de la lourdeur des semaines précédentes. Un léger brouillard planait sur les prairies, brouillant les haies en des silhouettes fantomatiques, et les cloches de Sainte-Mildred sonnèrent à travers Muchwood-Omer avec leur rythme régulier habituel. Sur les bancs, les villageois étaient assis en rang plus solennel que d'habitude.
Si le scandale de la dépouille de Lionel Warminster ne faisait plus la une des journaux, il avait laissé une trace profonde, complexe et discrètement présente. Miss Marple était assise au premier rang, comme toujours, les mains gantées, le dos droit, l'air calme mais vigilant. Elle avait choisi son manteau gris tourterelle pour l'occasion, ni trop foncé pour suggérer le deuil, ni trop vif pour attirer l'attention. Car si la tempête était passée, le village était encore en pleine période de calme et de reconstitution. Le vicaire, le révérend Ainsley, se tenait à sa place derrière le pupitre, une mince liasse de notes devant lui. Bien que connu pour ses sermons sinueux et ses digressions nerveuses, il s'exprimait aujourd'hui avec une clarté rarement observée dans ses discours du dimanche. « Nous sommes un village de tradition », a-t-il déclaré. Un village de chemins partagés, de visages familiers, oui, de vieilles histoires. Certaines de ces histoires sont réconfortantes, d'autres douloureuses, et d'autres, comme celle qui a récemment été révélée, sont des histoires que nous avons essayé de taire. Mais la vérité, comme les saisons, n'attend pas que nous soyons prêts. Elle arrive, et nous devons lui faire une place, même si l'heure est tardive. Un silence s'ensuivit. Pas un silence inconfortable. Un silence plus réfléchi. Après le service, Miss Marple quitta lentement l'église, s'arrêtant un instant au porche pour parler à Madame Fromentle, qui était revenue de chez son cousin à Brighton avec 2 nouvelles théories et un appétit renouvelé pour les nouvelles du village. « Eh bien, j'ai toujours dit que le verger avait un aspect sombre, » déclara Madame Fromentle en ajustant son voile. Tout ce lierre et la façon dont les branches se regroupaient comme des doigts. J'en avais des frissons. Ce n'était peut-être pas le verger qui était sombre, dit Miss Marple avec un doux sourire. Seul le fardeau qu'il portait. Madame Fromentle cligna des yeux à ces mots et ne répondit pas. Plus loin dans la ruelle, Miss Marple fut interceptée par l'agent Perk, qui s'approcha avec son professionnalisme habituel, légèrement surestimé. Rasé de frais, il tirait sur les boutons d'un manteau qui ne lui allait pas parfaitement. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il en ôtant respectueusement sa casquette. « Ça a pris une sacrée tournure, non? C'est vrai, en effet. » Il traîna légèrement les pieds. « Je n'aurais jamais imaginé qu'on se retrouverait avec une affaire pareille. Déterrer des ossements et tout. De vieux secrets, de vieux noms. Ça fait réfléchir à 2 fois sur les gens qu'on a connus toute sa vie. » Miss Marple le regarda avec une douce patience. « Oui, Monsieur Perk. Mais n'oubliez pas, tous les secrets ne sont pas des péchés. Et tout ce qui est enfoui ne mérite pas de rester caché. » Il hocha la tête, puis hésita. « Tu t'en doutais toujours? Je soupçonnais qu'on avait laissé quelque chose se développer sans examen. Et quand les choses se développent ainsi, dans l'ombre et le silence, elles finissent rarement par donner de bons résultats. » Elle lui toucha légèrement le bras. « Mais vous avez bien fait, agent. Vous avez agi avec prudence. C'est plus important que d'être le premier à dire la vérité. » Perk sourit à cela, puis inclina à nouveau sa casquette et s'éloigna, c'est pas un peu plus confiant qu'avant. Le village, à sa manière, commença à expirer. Le domaine de Warminster resta silencieux. Cordelia avait écrit une lettre au conseil paroissial proposant de faire don d'une partie du verger pour en faire une réserve naturelle, dans l'espoir qu'un arbre honorable puisse y pousser. C'était un geste à la fois généreux et rédempteur, même si quelques cyniques à la poste murmuraient encore que la culpabilité pouvait acheter la grâce. Monsieur Pettigrew, quant à lui, s'était retiré dans les recoins de sa maison. Aucune inculpation officielle n'avait été déposée, il n'avait pas commis de crime, mais avait échoué, lamentablement, à l'empêcher. Il n'assistait plus aux réunions du comité, et la décision soudaine de sa nièce de partir pour le Norfolk avait entraîné une redistribution des tâches au sein du conseil d'administration de la foire des moissonneurs. Pourtant, mademoiselle Marple croyait qu'il réapparaîtrait. Les hommes comme Pettigrew disparaissaient rarement complètement. Ils se figeaient simplement, transformant leurs regrets en règles et en solitude. Et quant à Daphne Cox, elle avait effectivement quitté le village ce vendredi-là, laissant derrière elle un seul mot au bureau de poste pour Miss Marple. « Merci de m'avoir donné le courage de devenir quelqu'un de nouveau. Je n'oublierai pas ce qui a été trouvé sous le verger, mais je ne serai pas non plus enseveli sous lui. » Cela avait fait sourire Miss Marple, non par sentimentalité, mais par une satisfaction silencieuse. Daphne s'en sortirait, avec le temps. Elle avait connu le pire du silence et choisi de ne pas le vivre. Quelques jours plus tard, un après-midi, Miss Marple se promena dans la prairie inférieure, suivant le méandre du ruisseau qui longeait l'arrière de la propriété de Warminster. Elle n'était pas seule.
L'inspecteur Hawthorne avait pris l'habitude de la rejoindre de temps à autre, prétextant apprendre à connaître le terrain, même si Miss Marple soupçonnait que la conversation lui avait été aussi éclairante que l'exercice. « Pensez-vous, demanda-t-il en enjambant prudemment un buisson de ronces, que le village oubliera, qu'il laissera reposer le nom de Warminster ?» Miss Marple marcha un moment avant de répondre. « Non, dit-elle, il n'oubliera pas, mais oublier n'est pas toujours le but. Ce qui compte, c'est la façon dont il se souvient. Que l'histoire reste un murmure ou devienne un enseignement plutôt qu'un tourment. » Et Cordelia, elle a choisi la réflexion plutôt que la fuite. C'est à elle seule qu'elle doit s'engager. Hawthorne hocha brièvement la tête. « Vous êtes très généreuse, Miss Marple. »« Pas généreux, dit-elle doucement. Je suis juste habituée à voir les gens comme des jardins. Il faut voir au-delà des épines si l'on espère comprendre ce qu'elles protègent. » Ils s'arrêtèrent à l'orée du verger. Le ruban de police avait été retiré depuis longtemps. Un jeune jardinier, engagé discrètement par le notaire de Warminster, avait commencé à dégager le lierre emmêlé et à restaurer la clôture. L'arbre le plus proche d'eux se dressait haut, son écorce rugueuse et rainurée, ses branches s'élevant sans honte. Hawthorne se tourna vers elle. « Penses-tu que ce sera suffisant? Que découvrir la vérité est suffisant. » Miss Marple leva les yeux vers l'arbre, puis vers la parcelle de terre perturbée où le passé d'un homme avait finalement été récupéré. « Oui, dit-elle, non pas parce que cela répare le passé, mais parce que cela refuse de le laisser empoisonner l'avenir. » Ils restèrent un moment silencieux, laissant la brise traverser les feuilles comme un soupir. Puis, alors que le soleil disparaissait derrière les nuages et que les champs brillaient d'un or pâle, Miss Marple se retourna vers le village. Il restait encore des choses à réparer. Des bannières à ranger, des recettes à rédiger pour la foire de l'année prochaine. La vie continuait, comme toujours. Mais cette fois, elle pousserait sur un terrain honnête.